Voilà, donc ce que j'expliquais, c'est que l'instruction est très limitée par rapport à l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle je le redis. Pour nous, c'est un plan B. Donc, il faut prendre connaissance de cette limite-là dans le fait de choisir une option qui serait celle d'emmener l'école à travers un médium virtuel ou informatique ou technologique. Et on le sait aujourd'hui dans la société, bien, on pourrait dire un des grands piliers du monde actuel, c'est la technologie. La technologie, c'est partout. On pourrait presque jusqu'à dire que c'est une idole. Hein, on s'en fait une idole, la technologie. Donc, c'est en train de transformer nos vies. Puis, il faut être conscient de ces limites-là aussi dans le fait de choisir une option en ligne. Ceci étant dit, qu'est-ce qui est avantageux? Bien, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ça nous permet, nous, chrétiens, de bénéficier du contenu académique qui se transmet dans les écoles, mais à la maison. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, mais on en reparlera. C'est bien important de comprendre que la distinction est très importante parce que il ne faut pas mélanger les concepts ou enfin les réalités. Et c'est très important pour la démarche qu'on peut faire au niveau du gouvernement, au niveau de la société, en ce sens que il y a une distinction entre la maison, l'école à la maison et l'école en ligne, même si l'école en ligne se fait à la maison. C'est que Paul-André en a un peu parlé. Bon, on a, par exemple, dans une école, c'est le programme de formation de l'école québécoise qui est donné, avec des professeurs légalement qualifiés. Là, je fais une parenthèse là-dessus, mais avec les pénuries de profs en ce moment, là, on repassera pour les profs légalement qualifiés. Hein, ils n'ont pas tous le brevet. Puis là, ils ont tellement de pénuries qu'ils sont obligés d'engager un peu n'importe qui à la va comme je te pousse pour remplir les vides. Là. Donc, en tout cas, techniquement, ça devrait être des professeurs qualifiés qui sont dans les écoles, qui ont un brevet pour enseigner une matière. Ensuite, ça fonctionne un peu dans un modèle très structuré comme on le connaît, c'est-à-dire que à telle heure, il y a un horaire, il y a un calendrier. Bon, je ne vous apprends rien, on est tous allés à l'école. Pourquoi je fais une flèche vers l'école en ligne avec l'ordinateur? C'est que tout ce qu'on retrouve dans l'école traditionnelle, disons ça, bien, nous est donné, enfin, du moins le contenu nous est donné par l'ordinateur ou l'Internet, par la technologie. Donc, on a accès au programme de formation d'école québécoise, normalement avec des outils technologiques ou en ligne qui sont qualifiés, qui sont approuvés par le ministère ou enfin qui sont conçus par des gens qui sont approuvés par le ministère. Donc, ça fait que la personne reçoit son matériel par l'ordinateur, par l'Internet, directement chez lui et chez elle, puis elle peut bénéficier de ce contenu-là soi-disant qualifié. Et ce qui n'est pas l'école à la maison, parce que l'école à la maison, les parents choisissent leur contenu avec leur matériel. On doit aller piger à gauche, à droite, un peu partout pour se faire un peu son propre curriculum. Et finalement, je dis ça grosso modo, là, mais et on arrive à la commission scolaire pour passer des examens. Mais c'est ça que, finalement, le gouvernement n'aime pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le contrôle. Puis le gouvernement va avoir le contrôle pour s'assurer que les parents inculquent à leurs enfants les valeurs ou les visions que l'État voudrait bien donner à la société. Et ça, bien, c'est ça, c'est exactement ça que... Donc, pour l'instant... l'école, c'est-à-dire la société québécoise tolère l'école à la maison, mais en tout cas, c'est comme on dit une roche dans son soulier, là, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec, puis ils n'ont comme pas le choix parce que sinon ça brimerait des droits, je pense, comment je dirais, des lois fondamentales de notre société, là, qui sont le droit à l'instruction, puis le droit aussi aux parents de décider comme ils veulent pour leurs enfants, etc. Ce qui fait que vous voyez bien la différence, là, je pense que c'est très important à ce niveau-là. Donc, l'école en ligne, je le redis, il faut tenir compte de ces paramètres-là pour faire le choix. Il ne s'agit pas ici
Il ne s'agirait pas ici de dire « OK, je vais faire l'école en ligne seulement parce que c'est qualifié » ou « je peux faire l'école ». Mais comme on l'aurait dit ce matin, c'est vraiment de discerner et de voir les avantages et les désavantages. Bon, pour faire ça, on veut faire une histoire courte, là, ce qui se passe au Québec à ce sujet-là. J'ai découvert un article tout récemment qui résume magnifiquement bien la situation. On va le creuser ensemble, ça ne donnerait rien que je reformule ce qui est déjà très bien formulé. Donc, c'est un article qui a été publié le 23 janvier 2017. On ne l'a pas vu avant. Moi, je suis tombé dessus cette semaine. Encore loin de l'école virtuelle au primaire et au secondaire. Le Québec affiche un sérieux retard dans son offre de cours à distance au primaire et au secondaire, selon certains acteurs du monde de l'éducation, qui pressent le gouvernement de s'ouvrir à cette nouvelle voie et même de créer une école virtuelle provinciale. Donc, quelles sont les raisons qui peuvent emmener des gens à faire l'école en ligne? On les nomme là, enfants malades, en région éloignée, grands sportifs, globetrotters. Plusieurs jeunes Québécois bénéficieraient de pouvoir poursuivre leur cheminement scolaire par le biais du web, peu importe où ils se trouvent. Et il y a certaines de ces raisons-là qui recoupent des motivations qui nous amènent à faire l'école à la maison, mais pas nécessairement parce que, oui, c'est-à-dire que je pense qu'on peut faire, vous, par exemple, vous avez fait l'école à la maison, vous le faites encore. J'imagine que si vous partiez en vacances, des fois, il s'arrivait que vous emmeniez des livres, etc. La question se pose pour c'est ça, comme on dit, les régions, même actuellement, on va le voir plus tard, mais la plupart des régimes d'école à distance qui existent, c'est surtout pour des raisons de cours d'été. C'est ça que le gouvernement fait là. Bon, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les programmes primaires et secondaires sont en ligne. Le gouvernement a mis le curriculum disponible. Il y a des enseignants qui accompagnent les élèves de façon virtuelle. Il s'explique mal que le Québec n'ait pas encore pris ce virage. L'enseignement en ligne, on est très en retard au Québec par rapport à ça. On dirait que ce n'est pas dans notre culture. Mme Brousseau cite à ce propos le Florida Virtual School, une école très populaire qui reçoit des inscriptions d'enfants d'un peu partout aux États-Unis. Paul André le disait ce matin, dans certains États du nord des États-Unis, c'est 60% de gens qui font l'école à distance pour avoir leur diplôme secondaire. Des cours en ligne approuvés par le ministère de l'Éducation pourraient aussi faciliter la vie des parents qui ont choisi, pour toutes sortes de raisons, de faire l'école à la maison. C'est ce qu'on vient de dire. Mme Brousseau s'inquiète de la tendance au unschooling qui commence à poindre au Québec. Des parents décident de ne pas envoyer leurs enfants à l'école car ils considèrent que ceux-ci apprennent mieux par eux-mêmes. Bon, ça aussi, ça n'a pas été nommé, mais les questions d'adaptation scolaire, de différents rythmes, différentes sensibilités qui font que l'enfant ne cadrerait pas dans le programme, je dirais la structure de l'école traditionnelle. Je passe l'aspect de socialisation, là, parce que là, c'est convenu. Vincent Lemieux, coordonnateur au service éducatif à la Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin, croit aussi qu'il est temps que le Québec se dote d'une politique de la formation à distance. Il appelle même à la création d'une école virtuelle provinciale. On a déjà fait une demande de dérogation au ministère de l'Éducation pour la création d'une école virtuelle, mais ça n'a pas été accepté. Pourquoi vous pensez? Oui. Il y a ça, c'est un élément. Il y en a d'autres. Elle dit essayer de garder le contrôle, comme on disait. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Pourquoi? Parce que si du jour au lendemain, tout le contenu du ministère était gratuitement toléré au public, bien là, les syndicats, eux, vont perdre tout le contrôle qu'ils ont sur quand les enseignants sont payés, quand est-ce qu'ils enseignent, leurs droits, nanana. Tout ce que le syndicat gère, bien, il ne pourra pas le gérer si les enseignants sont chez eux en train de donner de l'aide en ligne, etc. Donc ça puis on sait au Québec, là, comment les syndicats peuvent avoir une influence assez importante. Il y en a... ça, c'est du côté public, mais du côté privé, vous pensez que c'est quoi? Les chèques. Les chèques. C'est ça, l'argent. Parce que s'il n'y a plus de clientèle, si les gens restent chez eux à la maison, l'école privée, c'est tant pis. Et aussi, James, la crise du système scolaire du Québec. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on fait autre chose autrement qui fonctionne, ouais. c'est le système scolaire du Québec qui prend sa débarque.
Tout le monde parle de ça. C'est vrai. C'est une grosse machine. C'est vrai. Ça fait du bien. Le problème, selon M. Lemieux, c'est que la formation à distance ou en ligne n'existe tout simplement pas dans la loi sur l'instruction publique. Et ça, c'est vrai, la loi dit clairement que pour qu'un cours existe à distance, il faut que le cours soit donné aussi en classe, en réalité. Mais il n'y a aucune institution encore pour l'instant, aucune entreprise, rien, qui offre strictement parlé, absolument parlant, le cours au complet, le cursus, le curriculum au complet en ligne de manière totalement indépendante d'une institution. Lui, il parle de Lauréat Virtua, une école secondaire privée 100% virtuelle qui a aussi tenté de voir le jour il y a 2 ans à Québec sans succès. Regardez bien ça. Ça, c'est ce que Lauréat Virtua ont écrit sur leur page Facebook le 9 juillet 2014. Le collège Lauréat Virtua est un établissement, ils ont 23 000 personnes qui les suivent sur Facebook à cette époque-là. C'est beaucoup, là, en tout cas pour une petite entreprise québécoise. Est un établissement d'enseignement secondaire accrédité par le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, offrant une multitude de services éducatifs aux élèves provenant du secteur adulte. Services offerts, services éducatifs en formation générale au secondaire, services éducatifs de formation générale au secondaire pour les adultes à formation à distance. L'enseignement dispensé est sanctionné par les épreuves locales ou par des épreuves uniques du MES en conformité avec la loi sur l'instruction publique, la loi sur l'enseignement privé, ainsi que le régime pédagogique en vigueur, la langue d'enseignement pour les services, et le français. On lit ça puis on se dit, mais mon Dieu. Pardon? Oui, non seulement ça, mais qu'est-ce qui s'est passé 2014? L'article est écrit en 2017. 2 ans plus tôt, ça existait. Ça n'existe plus. Mais tout était là, je veux dire. C'était dispensé, sanctionné par les épreuves locales ou par des épreuves uniques du MES. Il avait tout été approuvé. M. Boily, qui a donné la conférence ce matin, lui connaît bien l'homme qui a parti le Lauréat Virtua. Il l'a accompagné pour obtenir toutes ces accréditations auprès du ministère. Puis un jour, comment est-ce qu'on l'appelle, lui, l'homme du ministère qui s'occupe, c'est comme lui qui est en bas du ministre, là, mais il s'occupe d'aller sanctionner. Pardon? Non, c'est pas un sous-ministre, mais c'est lui qui s'occupe finalement de donner les sanctions du ministère. Bien, il a planté, excusez l'expression, là, mais il a complètement détruit le projet de Lauréat Virtua en disant que, en ne mentionnant pas toutes les accréditations qu'il y avait, mais en disant que ça ne fonctionne pas pour telle raison. Et ça s'est rendu au ministère. Le ministère lui a aboli ça du jour au lendemain. On se dit, mais c'est quand même incroyable, tu sais. Je veux dire, c'était rendu aussi loin que ça. Mais le ministère, bang! Bon, comme je vous disais, pour qu'un établissement d'enseignement privé soit autorisé à dispenser des services éducatifs par formation à distance, la loi sur l'enseignement privé fixe comme exigence que ces mêmes services soient aussi offerts en classe. C'est ce que je vous disais. Le ministère examine en ce moment le dossier, surveille ce qui se fait dans d'autres provinces. Tous les modèles de formation à distance sont regardés. Il y a beaucoup de représentations qui sont faites auprès du ministère pour qu'il s'ouvre à la formation à distance dans le secteur jeune. Son organisme développe des contenus de cours à distance pour l'éducation aux adultes et la formation professionnelle, mais pas pour les plus jeunes. La formation à distance a toujours été considérée comme une voie marginale, mais elle devrait devenir une voie courante de la formation. Pour les jeunes, c'est nécessaire, il faut qu'ils apprennent à apprendre à distance parce que c'est ce qu'ils vont faire toute leur vie. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Je veux dire, à l'université, de plus en plus, il y a beaucoup de cours à distance. On connaît tous la TELUC à Montréal qui fait des cours à distance depuis fort longtemps. Le monde universitaire est rendu vraiment plus loin à ce niveau-là. Même, j'ai appris récemment surtout en Europe, il y a des universités il me semble, Oxford, je pense, qui fait du... parce que c'est toute la mode des MOOC, là, c'est des séances de classe où il y a des gens de partout dans le monde qui peuvent se connecter en même temps à un cours. Et il y a des échanges virtuels. Fait qu'il y a un professeur qui donne un enseignement en direct. Il y a à peu près 20 000 personnes dans le monde qui regardent l'enseignement en même temps. Tu sais, c'est fou. Donc,
est-ce qu'on peut, c'est une question, est-ce que on peut se permettre en tant que parent ou en tant que, je ne sais pas, école, de ne pas s'assurer que les enfants apprennent déjà le plus tôt possible à se servir de ces outils-là de manière à bon escient, pour essayer d'en tirer le plus possible, parce que, comme on le dit, moi, pour avoir fait des cours en ligne à l'université, j'ai trouvé ça pauvre, mais pauvre, là. Puis c'est facile de juste rien faire, puis d'avoir des super bonnes notes. Mais c'est ridicule. On dit, OK, qu'est-ce qui reste de ces cours-là? Rien. Puis pendant ce temps-là, il y a des professeurs d'université derrière, grassement payés, qui ouais, c'est ça, qui font la correction, puis qui encaissent des chèques. C'est assez rigide l'enseignement au Québec. On n'a pas tant de marge de manœuvre que ça pour s'ouvrir à la formation à distance. Là, il donne des exemples, etc. Donc, c'est intéressant parce que présentement au Québec, il existe déjà, sans être des entreprises ou des organismes qui donnent de l'aide à distance de manière complètement qualifiée par le ministère et tout. C'est-à-dire, oui, c'est qualifié, mais sans donner un cursus complet, il existe quand même des petites choses ici et là que je vais vous présenter globalement. Donc, je vais commencer, avec Challenge You. Challenge You, ça s'appelait avant Didacti. Je l'ai-tu Didacti? Oui, ça s'appelait Didacti, puis finalement, c'était un peu un tas. C'était pour le primaire. Il existe une plateforme en ligne qui ressemblait un peu à celle-là ici. Et je dirais pas que c'est c'est une interface assez mobile, parce que là, tu as des professeurs de classe qui vont se créer un compte là-dessus, qui vont mettre le matériel qu'eux créent, et là, ça va permettre des connexions en différents groupes classes. Il peut même avoir des groupes d'une autre école qui va se mettre en relation avec le groupe d'un autre professeur dans une autre école. Et là, ils vont échanger du contenu. Il y a des exercices en ligne. Vous voyez, par exemple, je m'en vais dans Explorer. Non, ça, je vais y revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est que Challenge You, avant, c'était surtout ce contenu-là, même pour le primaire. Et ça s'est avéré, finalement, que l'homme qui était derrière ça avait promis beaucoup plus que ce qu'il a livré en réalité. Donc, il a perdu sa réputation. C'était un peu fourre-tout, c'était mal organisé. Et là, il a reparti le truc, il a reparti Challenge You. Il a arrêté d'appeler ça Didacti, il a appelé ça Challenge You pour montrer que c'était plus professionnel. Tu sais, il donnait un nom américain ou je ne sais pas trop. Et là, il est reparti, mais là, c'est reparti pour vrai et comme du monde. Puis, eux ont vous voyez, c'est même commandité par la presse. Puis, non, je dis, c'est pas commandité par la presse, mais ils en ont parlé, les médias en ont parlé. Ton retour au secondaire commence avec Challenge You. Vous voyez, sache que Challenge You n'est pas une école, mais une plateforme éducative utilisée par les commissions scolaires pour t'offrir la chance de retourner gratuitement à l'école à distance. Fini la présence en classe, l'achat de cahiers, étudie où et quand tu le veux. Vous voyez, il y a plus de 6500 élèves inscrits en ce moment, taux de réussite de 80% aux examens du ministère. C'est pas compliqué, regardez, étudie sur ton ordi, ta tablette ou ton cell, fais tes examens de pratique en ligne, passe tes examens du ministère près de chez toi, obtiens ton diplôme. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pour adultes, c'est ce que je m'en allais vous dire. C'est pour adultes seulement, donc on oublie le primaire, on oublie le secondaire. J'ai essayé de m'inscrire, puis c'est vraiment, il y a une sérieuse admission là, pour le faire. Je n'ai même pas eu les droits, j'aurais voulu pour l'atelier aller dans le système, mais c'est vraiment plus complexe que ça, paraît-il. Donc là, je vais attendre d'avoir des nouvelles. Si à un moment donné, j'ai réussi à m'inscrire, je penserai davantage. Mais Didacti existe toujours, puis existe dans une version améliorée. Donc là, il a gardé Didacti, c'est comme une autre affaire.
C'est encore propulsé par ChallengeU, mais là, ça s'adresse aux primaires seulement. Mais comme je vous disais, c'est moins structuré. Donc, quand on va maintenant dans Explorer, vous voyez, il y a les domaines d'apprentissage, mathématiques, français, etc. Supposons que je vais dans mathématiques. Là, je peux m'abonner à la page mathématiques, recevoir des nouvelles. Ça fonctionne presque un peu comme un réseau social. Sur Internet, on s'abonne, on choisit on peut faire des séquences d'enseignement, c'est-à-dire on accole plusieurs activités parce que le site propose des activités. Donc, vous voyez, par exemple, regardez comment c'est fourre-tout. Là, on dit, OK, maths 6e année, Isabelle Desjarlais, Thomas D qui met quelque chose ici. Ce sont tous des profs de primaire là, ou des intervenants à l'école. Mais il n'y a pas de structure. Bon, mettons, je vais dans mathématiques secondaire 1. Cours de rappel sur les 4 opérations sans calculatrice, etc. Je clique là-dessus. J'ouvre, là, il y a un PowerPoint. Ça va être trop long sur mon ordi, fait que je vais aller voir d'autres choses. En bref, vous voyez l'idée, là, c'est que tout est là. Il s'agit d'aller piger, d'aller cueillir des choses là-dedans. Puis, c'est quand même du matériel qualifié parce que ce sont des professeurs qui enseignent en ce moment, qui mettent leurs exercices, leurs cours en ligne. Puis, on peut aller, comme je disais, se faire des séquences, c'est-à-dire prendre plusieurs activités, les regrouper ensemble, puis, mettons, attribuer ça à un autre élève qui est aussi dans le système. Donc, vous voyez, il y a un onglet, mais là, je n'ai pas de groupe ici. Si je suis abonné à des pages... Il y a beaucoup de tutoriels dans l'application qui permet de savoir comment procéder, créer des séquences et tout ça. Donc, ChallengeU, Didacti. Vous savez, tantôt on parlait de lauréat Virtua, là, qui a avorté. De ça, c'est comme le projet poursuivi, mais dans des formes avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont continué ça, qui ont fait les choses autrement, qui ont restructuré ce qui était lauréat Virtua, qui ont retravaillé avec le ministère et qui ont fondé une entreprise privée qui s'appelle Études Secours. Ça, en ce moment, au Québec, c'est ce qui existe. En passant, je ne sais pas, je l'ai dit, mais ChallengeU, la formation aux adultes, là, c'est gratuit. Okay? Études Secours, voilà, pour les élèves du secondaire en ce moment. Sauf que... pas gratuit. Puis, ça concerne surtout les cours d'été. C'est plus les matières importantes. On parle de français, maths, anglais. C'est quand même... c'est une des plus belles plateformes qui existent en ce moment. C'est une entreprise privée qui est gérée par une femme de Trois-Rivières. Et donc, elle aborde les commissions scolaires ou les institutions pour faire un partenariat qu'on peut voir. Ah, attendez, je pensais que je l'avais ici. Ah oui, c'est ça, partenaire. Donc, quand même plusieurs partenaires. Regardez, AMEC en ligne. AMEC, c'est... Ah non, excusez, je me suis trompé avec l'AQED, c'est l'Association pour l'éducation municipale. Mais l'AMEC, ça concerne aussi l'école à la maison. Donc, ils sont partenaires avec ça. Regardez, il y a des écoles comme Jésus-Marie. Jésus-Marie où Paul-André Boilly était directeur vers la fin de sa carrière, donc lui, il a accepté ça. Il y a certains collèges dans le coin de Montréal, tout ça, qui travaillent avec Études Secours pour faire en sorte, mettons, un enfant qui ne peut pas prendre ses cours d'été dans l'institution, bien, il va aller sur Études Secours, puis il va faire son cours en ligne pour l'été, son cours d'été en ligne. Et donc là, j'ai eu accès quand même... là, je vous montre, c'est un exemple, ça, de ChallengeU que mon ordi a réussi à accepter. Regardez, c'est quand même pas si mal, parce que, bon, au son de la cloche, tu es assis à ta place, ton agenda est ouvert à la page aujourd'hui sur le coin de ton bureau, tu corriges du travail, ton devoir en silence. C'est exactement ce que la prof a préparé, qu'elle a projeté dans sa classe la journée même. Voici le matin menu d'aujourd'hui. Bon, là, elle met son menu. Là, il y a toute une présentation sur l'ensemble des nombres entiers avec
comme si on était dans un manuel, finalement, un manuel scolaire. Là, tout est là. C'est ça. Pardon? C'est calé sur les- Ben, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça ressemble? À quoi ça ressemble, études secours? Je pense que je te connais. Excusez-moi, je vais être obligé d'aller rechercher le mot de passe. Donc là, c'est un accès direct à la plateforme. C'est une simulation avec le cours de maths. Maintenant, ils appellent ça CST. Là, dans mon temps, c'était vraiment autre chose. C'était CST, c'est l'équivalent de 436 ou je ne sais pas trop comment c'est. Oui, c'est ça. Les maths. Donc, vous voyez, date d'accès du 15 août au 22 juin. Là, si je clique ici, ça, c'est vraiment la plateforme comme elle est. Donc, niveau d'implication moyen, normal. Là, il y a un suivi. Donc, vous voyez, on se fait un avatar. On arrive, on a les exercices ici. Donc, vous voyez, exercice autocorrectif, par exemple, les triangles et les démonstrations. Soit le triangle, puis là, tu remplis ici. Tu mets tes réponses. Je ne sais pas le faire. Les tests. Il y a vraiment un suivi assez efficace avec... c'est possible d'avoir du soutien technique avec Études Secours. Il y a un bon suivi avec les gens qui travaillent là. Puis, c'est tout simple. On passe son programme, ses cours. Si on regarde la liste, par exemple, de cours qu'ils offrent, les mathématiques à tous les niveaux de secondaire, français à tous les niveaux de secondaire, anglais, sciences, chimie, physique, histoire. Regardez le prix, c'est à peu près ça pour le cours. C'est autour de 400 $ pour avoir accès au... Ça vient quand même cher, là. Oui, ça vient quand même cher. Parce que c'est pas long que... T'es rendu l'économie. Ben, c'est ça. T'es suivi par professeur. Oui. Ben, oui, les professeurs. Il y a des professeurs qui sont embauchés l'été pour travailler pour Études Secours, même. Il y en a qui font ça. Une autre chose que j'ai découvert grâce à l'article dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la commission scolaire, Vincent Lemieux, qui est interviewé dans l'article, de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin, un service d'enseignement et d'apprentissage en ligne pour le secteur jeune au Québec. Je dirais que j'ai pas vu la plateforme à quoi ça ressemble, mais je dirais que c'est grosso modo comme Études Secours, puis au niveau des prix aussi. Donc, le centre d'apprentissage en ligne. Vous voyez, ça, c'est toutes les commissions scolaires qui sont partenaires en bleu avec... parce que c'est pas seulement réservé aux gens de Beauce-et-Chemin. Toutes les commissions scolaires peuvent faire affaire avec leurs services. Donc, vous voyez, toutes les régions qui sont en bleu actuellement font affaire avec... C'est beaucoup, là. C'est quasiment le Québec. Là. Sinon, en jaune, commission scolaire non partenaire, dont les élèves ont suivi des cours en ligne avec la CSBE. Donc, même si on n'est pas dans une commission scolaire qui fait affaire avec la CSBE, on peut quand même avoir accès, mais les coûts sont différents. Vous voyez, ça ressemble à... Ah, je pensais que j'avais lu. C'était écrit ou c'est bon? Bon, il faut prévoir de 30 à 50 heures pour les cours de rattrapage et 50 à 150 heures pour les cours complets, selon les difficultés de l'élève et des cours choisis. C'est peut-être un peu plus
Je dirais que c'est un peu moins cher. Là, je ne réussis pas à le retrouver dans le document, mais j'avais vu que je pense que c'était autour de 200 $. Ah, voilà, c'est ici. Pour les élèves de la commission scolaire de la Bourse de chemin, c'est 140 $ à 690 $ selon le cours suivi. Bon, ça peut être finalement beaucoup plus cher que tout ce cours. Pour les élèves des commissions scolaires partenaires, ajouter des frais d'administration de 20 $. Pour les élèves des autres commissions scolaires, ajouter des frais d'administration de 40 $. Fait qu'on reste quand même dans le prix de... C'est privé. C'est un service qui est privé. Puis, ils n'ont comme pas le choix s'ils ne veulent pas que le ministère arrive puis coupe... Parce que la commission scolaire, c'est public. Là, ils sont en train de jouer à 2 niveaux. Mais c'est quand même compliqué. Là, on a vu que je vous ai montré 4 ou enfin 3 ou ça dépend si on met Challenge puis Didactia ensemble, là. Mais je dirais 3 types de services qui existent. L'un qui est gratuit mais qui est un peu un tas. Et les 2 autres qui sont payants, mais qui sont un tout, qui sont plus structurés. Le problème, c'est que on peut, comme vous l'avez dit, on le répète, mais il y en a un qui est destiné seulement aux adultes. L'autre secondaire, les 2 autres secondaires, et qui coûtent quand même assez cher. Donc, des enfants, je pense, pardon, des familles qui, je ne sais pas moi, qui ont 2, 3 enfants au secondaire, ça commence à coûter cher. Là. Et c'est là où est arrivé Microscola. C'est un groupe je dirais des gens qui ont œuvré dans le milieu de l'éducation, dont Paul-André Boilly, avec un ancien professeur aussi de l'Université Laval, un ancien commissaire de commission scolaire de Montréal qui est maintenant juge dans une cour. Et il y a un sociologue aussi qui s'appelle Gary Caldwell, que vous connaissez peut-être. Lui, il a travaillé sur les États généraux de l'éducation. Bref, c'est des vieux penseurs chrétiens, retraités, qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait avec l'enseignement au Québec pour les catholiques ou les chrétiens? Se sont réunis et est arrivée cette idée de Microscola. On l'a vu, le gouvernement n'aime pas l'école à distance pour les raisons syndicales, pour les raisons d'argent. Il a mis la hache dans lauréat virtua. Donc, comment procéder pour que naisse cette capacité-là au Québec d'avoir accès au contenu qualifié en ligne, mais d'une manière intelligente? Donc là, ils se sont réunis, ils se sont dit, pourquoi pas faire des micro-écoles branchées? Donc, le concept n'est pas très compliqué. C'est le suivant, c'est-à-dire une micro-école. Supposons qu'une maison, un domicile comme vous, décidait d'avoir accès à un service en ligne, soit études secours, soit un autre, peut-être un autre à créer. Décider d'avoir accès à ça, d'utiliser un peu de Challenge-U, un peu d'études secours, etc., pour se faire son propre cursus maison, mais quand même, à la différence de l'école à la maison, avec du contenu qualifié, autorisé par le gouvernement. Donc, dit, nous, on fonctionne comme ça à la maison, et il y a une autre famille qui n'est pas obligée d'être dans le même secteur nécessairement, mais ça peut être une famille d'amis, ça peut être une famille dans le même village, etc., dans la même communauté chrétienne. On décide de s'associer ensemble et de dire, nous, on fonde une micro-école branchée. Donc, il y a une association qui se fait entre différents membres pour s'entraider. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas, on pourrait louer un local à quelque part, ça pourrait être chez Yuna le lundi. Yuna, elle va s'occuper des maths pour les enfants. Donc, tous les lundis, les enfants pourraient arriver avec leur petit ordinateur, s'installer. Là, Yuna pourrait superviser les maths, toujours avec ce matériel-là. Donc, vous voyez, c'est comme à mi-chemin entre l'école maison puis puis le contenu qualifié. Mais c'est le problème comme c'est le même problème aussi avec l'école à la maison, c'est-à-dire que ça demande du temps, ça demande du soutien, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, c'est le pourquoi de l'association.
L'association viendrait à la fois donner une aide légale à protéger ces familles-là, une aide technologique, puis une aide pédagogique. Donc, il y aurait des gens qui travailleraient pour l'association Microscola qui pourraient aider les micro-écoles branchées à se structurer, à se faire un programme pédagogique, à aller chercher les bons outils technologiques. Et comme l'association peut déjà faire affaire avec des partenaires, bien, par exemple, Études Secours, je vous dis ça parce que c'est pas, Microscola est encore en grossesse, là, mais Études Secours, par exemple, ont déjà accepté de donner à Microscola son contenu, l'accès à ses cours à prix réduit. C'est-à-dire, au lieu de 400$, on parlerait de 100$. Mais pourquoi des entreprises privées comme Études Secours accepteraient de faire ça? C'est parce qu'eux sont pas fous. Là. Ils se disent, ben c'est la manne, là, c'est la même table dans laquelle ils vont aller puiser. Et si vous voulez, la stratégie derrière ça, c'est de commencer à exister sans qu'il y ait de lancement officiel ou de grandes stratégies marketing, mais que progressivement, il y ait de plus en plus de micro-écoles qui se créent sans que le gouvernement soit au courant de quoi que ce soit. Et à un moment donné, le gouvernement va faire tous ces gens-là sont déjà formés en ligne. Et ce qui est encore plus, je dirais, rusé dans l'approche, c'est quelles sont les 3 grandes vertus ou les 3 grandes idoles du monde de l'éducation en ce moment? C'est la technologie, c'est l'inclusion, puis le respect, qui ne veut rien dire. Donc, le respect qui ne veut plus rien dire. L'inclusion, ben, on inclut tout et n'importe quoi. Puis la technologie. Bien, Microscola répond exactement à ces points-là. Donc, d'une part, pourquoi c'est respectueux? Parce qu'on respecte les lois, on respecte les valeurs du pays, on respecte le programme de formation de l'École québécoise, trouver toutes les choses qu'on pourrait respecter puis inclure-les là-dedans. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est inclusif? Comme on disait plus tôt, les gens qui choisissent de faire l'école à distance ou à la maison, bien, ça peut être pour des raisons simplement idéologiques, c'est-à-dire que, je dirais, idéologiques ou spirituelles, ou de foi, comme les chrétiens, les juifs, les musulmans, on est du moins sur ce plan-là assez farouche à certains égards par rapport au système scolaire habituel. Donc, un truc comme ça pourrait bénéficier quelle que soit la confession religieuse, quel que soit le groupe religieux. Ensuite, si c'est pour des raisons pédagogiques, ils n'aiment pas la pédagogie à l'école, ils veulent faire l'école à la maison pour des questions, alternatives ou pédagogiques, ou bien c'est parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont trop loin, ou bien les mêmes raisons qui sont là pour l'école à distance. C'est très inclusif, ça, parce que tout le monde est inclus là-dedans. Et si ça protège la partie que nous sommes en tant que chrétiens, bien, ça protège aussi le tout. Donc, si même des gens LGBT ou que sais-je décidaient de faire partie de l'association, il n'y a pas de problème, c'est neutre, on inclut tout le monde. Donc là, puis pourquoi c'est technologique? Bien, c'est clair, parce qu'on utilise l'école à distance, on utilise des outils technologiques. Donc là, le gouvernement, le jour où il y aura de plus en plus d'écoles branchées qui vont arriver et qui va se rendre compte que ça existe, là il va vouloir attaquer ça, mais il n'y aura aucune prise parce qu'il va dire, bien là, on peut-tu leur reprocher d'être technologiques? On prône la même chose. Est-ce qu'on peut leur reprocher d'être inclusif? Même si, en disant, mais il y a des chrétiens. Mais il y a des musulmans, il y a des juifs. Puis là, ils n'oseront jamais attaquer les juifs et les musulmans. Et parallèlement, on va manquer de plus en plus de professeurs. Bien, à plus forte raison, exactement. Et voilà, fait que c'est là... de plus en plus qu'on parle de ce projet-là à des gens, on sent que c'est le bon moment. Là. Il y a comme, je dirais, un kairos, là, un temps favorable pour que une association comme ça puisse naître et aussi soutenir les parents légalement. Donc, les parents qui font l'école à la maison sont obligés de se battre pour les lois, pour faire valoir leurs points avec la commission scolaire, tout ça. Bien, dans une association comme celle-là,
les parents je dis, on peut rien à faire, mais ils sont soutenus par une association qui leur offre cette défense-là. Donc là, l'association, elle, a ce qu'il faut pour envoyer des gens dialoguer avec les commissions scolaires, dialoguer avec le gouvernement, etc., etc. En plus, ça règle le problème de socialisation qui est nommé par Problème de... C'est vrai, ça, je n'ai pas mentionné. Problème de socialisation qui est lié peut-être des fois à l'école à la maison. J'ai juste une question sur le mouvement, parce que, sauf si je me trompe, tu n'as pas le droit d'enseigner à tes enfants chrétiens si tu apportes l'école à la maison. Ah oui? Non. Tu n'as pas le droit, en tant que, mettons, tu faisais l'école à la maison, tu n'as pas le droit, sauf si je me trompe, tu n'as pas le droit de te regrouper avec d'autres familles qui, telle journée, c'est Claudine qui enseigne les maths. OK. Mais en socialement, il faut en ligne. C'est ça que je pense. Ouais. C'est pas vraiment quelqu'un du groupe qui enseigne, c'est le cours en ligne. C'est quelqu'un qui supervise, c'est ça? Ça prend un adulte pour... Puis comme on... Ça ressemble quand même à plusieurs familles qui se regroupent, qui auraient même manuel, puis juste quelqu'un qui... Sauf que les contenus, eux, sont approuvés. Comme école branchée, c'est pas comme école à la maison. École branchée, ce sont des contenus approuvés, comme dans l'organisation américaine qui s'appelle CAPETIEM, où 20 000 étudiants se branchent ensemble pour avoir la même conférence. Donc, c'est du matériel partagé, matériel reconnu. Donc, le parent, le poste de l'enseignant est un coach. Comme quelqu'un organise une friperie, on organise une friperie didactique, on est un coach. Est-ce que c'est considéré, moi c'est pas clair, est-ce que c'est de l'école à la maison ou c'est de l'école en ligne, L'école en ligne. Si on parle d'école en ligne, les critères qui s'appliquent à l'école à la maison ne s'appliquent plus. Est-ce que c'est vrai ça? Ça semble être la conclusion logique. Est-ce que c'est comme ça que ça va être compris? Oui, bien, c'est effectivement l'autre point qui fait en sorte que c'est une solution plus viable parce que bien là, actuellement, là, avec la CAQ, on ne sait pas trop. Là. C'est-à-dire, il semble peut-être avoir une ouverture, mais supposons que on changerait de gouvernement de l'année prochaine ou dans 2 ans, bien, il y aurait à ce moment-là peut-être un autre gouvernement qui resserrait davantage les taux sur les familles qui font l'école à la maison. Puis, il me semble, à tout point de vue, que plus on avance dans le temps, plus l'État cherche à avoir la main mise sur le contenu. Donc, ils vont encore plus, à plus forte raison, vouloir réduire l'école à la maison et avoir le contrôle sur ça aussi, réduire la possibilité. Donc, ça peut être une avenue parce que, justement, le gros problème avec l'école à la maison, qui est un peu la pierre d'achoppement avec le gouvernement, c'est le contenu non qualifié. On ne sait pas si les programmes sont suivis. Alors que là, c'est le programme de formation d'école québécoise, mais à la maison, à la seule différence près que l'éducateur qui est à la maison, comme le prof dans sa classe d'ailleurs, qui n'enseigne jamais à 100% le programme parfait, bien, une fois que la porte est fermée, tu fais le tri. Tu fais le tri, tu sais. Donc, la personne, les parents qui sont responsables, ils reçoivent ça, mais le programme de formation, le nouveau programme d'éducation à la sexualité, il ne marche pas là-dedans. Là. Vous voyez, parce que le programme de nouveau cours d'éducation à la sexualité, il faut qu'il soit donné en classe par des profs à travers toutes les matières. Mais comment ils vont faire ça? Si c'est à distance, ils ne pourront pas faire ça. Donc, ça, c'est une manière de trier les contenus de la même manière que le professeur le fait déjà selon ses propres convictions en classe. Je me demande aussi, disons, un parent qui voudrait faire comme certaines matières, mettons, certaines matières, mettons, mathématiques, OK, pour de langue individuelle, mais pas d'autres matières. C'est quelqu'un qui ferait comme un peu d'école maison, puis un peu pour en ligne comme ça. Là, ça veut dire que ces parents-là, il faut quand même qu'ils se mettent sur l'école à la maison pour la classe. C'est ça qu'on est dans l'inconnu. Tu veux dire une espèce de mix entre les deux? Là?
que tout ne se fait pas. Oui, puis il faut dire aussi que tout n'est pas nécessaire pour obtenir un diplôme. Fait que c'est ça qui est fascinant, parce que si à l'école on fait beaucoup de choses qui sont même pas nécessaires pour obtenir, c'est-à-dire il y a beaucoup de culture, tout ça, mais qui pourraient être faites autrement par les parents dans une éducation libre plus à la maison ou dans une méthode alternative, mais tout ce qui est contenu nécessaire pour obtenir le diplôme peut être donné et en ligne, se trouve en ligne, et là, on a ça, on a le papier, c'est réglé, puis pendant ce temps-là, les parents sont libres de donner l'éducation qu'ils veulent réellement à leurs enfants. L'association des parents qui font l'école à la maison actuelle au Québec, trouves-tu en avez-vous parlé? On ne les a pas encore rencontrés. La KED. Ouais, la KED. On ne les a pas encore rencontrés. Et on a déjà rencontré certaines associations pour l'instant qui font l'école à la maison, ou des gens, des groupes de familles qui font l'école à la maison, puis ils nous disent « Ah non, on est très structuré, ça va bien. Il y a Excordé Scola, par exemple, là, à Montréal. Ils disent « Non, non, nous, ça va très bien, il n'y a pas de danger, puis on est en confiance. » Puis même eux veulent juste aller à créer une école catholique. Donc, ben, tant mieux si ça fonctionne, puis eux réussissent. Puis ça, c'est la solution idéale, tu sais. Mais en tout cas, dans les circonstances actuelles, il y a un débat à avoir. Est-ce que c'est réaliste de penser que ça se peut encore? Évidemment, Dieu peut toutes choses, là, mais je sais pas. Fait il y a des gens, ça dépend. Évidemment, c'est la liberté de chacun rendu là. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Y a-t-il d'autres questions? Parce que là, normalement, il y aurait une pause, mais... En tout cas, ben merci de... Si jamais vous voulez avoir des nouvelles, ben laissez-moi vos coordonnées ici, là, en avant. Notez-les, puis on vous tiendra au courant. Comme là, il y a juste un petit développement comme ça, c'est possible que Microscola s'intègre à la table de concertation. Il existe une table de concertation fondée par le ministère qui réunit les différentes associations de confession religieuse. Il y a les chrétiens, il y a l'association québécoise pour l'école à la maison. Tout ce monde-là, tout ce beau monde-là est sur une table de concertation qui est créée par le gouvernement. Donc, Microscola pourrait éventuellement arriver à siéger aussi sur cette table-là pour discuter avec ces associations. Donc ça, c'est le prochain développement. C'est Marlène Bouchard qui est ici, qui fait l'atelier sur l'école à la maison. C'est elle qui siège sur la table de concertation. Parce qu'eux sont au Saguenay, puis sont en train de créer une espèce de coop comme ça de familles qui font l'école à la maison, mais évidemment sont très intéressés par l'école en ligne. Puis en tout cas, ça, c'est à suivre.